Trump voulait augmenter de façon inconsidérée les tarifs douaniers, eh bien la Chine serait en situation de dire non sur les terres rares, eh bien Donald Trump a reculé. Donc il y a une règle du jeu, il y a une capacité de Donald Trump à faire preuve de réalisme et de pragmatisme dans certains cas. Alors je vais vous citer... Oui, c'est une situation dramatique qui se joue aujourd'hui en Iran et raison de plus pour instruire des leçons du passé, trouver l'approche qui soit la mieux adaptée à la situation. D'abord, sur le régime iranien. C'est un régime odieux, théocratique, qui, on le voit aujourd'hui, tire sur ses enfants en mobilisant toutes ses forces, tout son appareil de sécurité, qu'il s'agisse des gardiens de la Révolution, des Bassidji, tout est mobilisé pour réduire le peuple iranien qui paye aujourd'hui un très lourd tribut dans des conditions horribles, une véritable boucherie qui se déroule sous nos yeux. Face à cela, comment réagir ? Eh bien, nous avons appris au fil des années, et nous l'avons appris à travers de nombreuses interventions, mais prenons le cas d'une intervention en 2011, la Libye, qui avait pour vocation aussi de protéger un peuple. Eh bien, nous avons vu que nos bonnes intentions se sont heurtées à la réalité sur le terrain et que c'est le chaos qui en est résulté, c'est-à-dire encore plus de souffrance pour le peuple libyen. Et donc il faut tirer les leçons dans le cadre de l'Iran. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, au contraire, nous devons agir. Mais nous devons agir de façon ciblée, qu'il s'agisse de cyberattaques proportionnées pour viser des cibles stratégiques, qu'il s'agisse de sanctions ciblées sur l'ensemble de l'appareil de sécurité, qu'il s'agisse d'une mobilisation du cadre international et bien sûr des Nations Unies pour faire en sorte que nous soyons à même de rappeler l'importance des vies civiles, de documenter la tragédie qui se déroule et de sanctionner judiciairement ceux qui en sont la cause. Donc nous avons à une mobilisation, à adresser des messages extrêmement forts au régime iranien. Et il faut éviter également, parce que c'est un risque, toute instrumentalisation à travers des actions et des interventions. L'agenda de la Chine, l'agenda de la Russie, l'agenda des États-Unis ou de certains de ses alliés dans la région n'est pas un agenda qui a pour but de sauver le peuple iranien. Et donc, nous devons veiller à ce que le peuple iranien soit mis au cœur, soit l'objectif central pour tout faire pour alléger ses souffrances. Donc, pas de guerre, pas d'intervention militaire. L'intervention militaire a le plus souvent, historiquement, conduit à des impasses. Donc nous devons trouver des moyens appropriés, trouver des actions ciblées pour réduire ce risque que pourrait comporter une intervention militaire qui déboucherait sur une impasse de façon à éviter le pire, c'est-à-dire d'ajouter de la tragédie à la tragédie. Mais en aucun cas, nous devons accepter cette situation, et c'est dire que pour toutes les chancelleries européennes et à travers le monde entier, ce qui se déroule sous nos yeux est totalement inacceptable et doit nous conduire à agir de façon extrêmement déterminée. Parce que l'idée, c'est qu'il fait des menaces d'intervention, le peuple iranien les attend. On peut imaginer les pressions d'Israël sur Washington, les pays arabes également, pour frapper l'Iran. Je vais faire quelques questions en rafale avec vous. Reprenez votre poste de ministre des Affaires étrangères ou de premier ministre, donc. Alors, si vous aviez à parler notamment aux Nations Unies, que diriez-vous précisément sur cette question de l'Iran? J'appellerai le Conseil de sécurité et toute la communauté internationale à refuser ce qui se passe. Ne l'oublions pas, l'Iran a des alliés. C'est le cas de la Russie, extrêmement proche, puisque l'Iran nourrit le soutien à la Russie en Ukraine. C'est le cas de la Chine qui achète le pétrole de l'Iran. Donc il y a là des responsabilités qui doivent être assumées. Cette boucherie qui se déroule sous nos yeux, eh bien, elle a un certain nombre de complices, nous devons les désigner et les dénoncer.
Justement, on peut avoir l'impression que ces fronts ouverts par Donald Trump, que ce soit le Groenland, le Venezuela, l'Iran et même Cuba, il laisse entendre que le régime est à sa fin, ça détourne le regard de l'Ukraine. Est-ce que Trump, pour lui, il se trouve à donner du temps à Poutine? On le dit admiratif, on le dit presque complice de Poutine, parce que là, on ne parle plus de l'Ukraine là, depuis plusieurs jours. Et les rencontres à Paris n'ont pas donné nécessairement les résultats attendus, ou même en Europe. Donald Trump a l'art de se mêler de tout et d'aborder tous les sujets, mais de ne pas les mener malheureusement souvent à bien. Alors ne soyons pas injustes. Il y a 2 traités de paix qui ont été conclus par Donald Trump au cours des dernières semaines entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et entre le Congo et le Rwanda. Ce sont des avancées. Mais comme vous le dites très bien, qu'il s'agisse du Proche-Orient, Gaza ou qu'il s'agisse de l'Ukraine, tout est en suspens. Les choses n'avancent pas et malheureusement, il ne met pas le poids nécessaire pour faire comprendre aujourd'hui à la Russie l'importance d'un accord de cessez-le-feu pour clore ce drame ukrainien qui se déroule maintenant depuis le début de 2022. Donc il y a un manque de volonté et de résolution. Et c'est un signal aussi que nous devons entendre, parce que cela montre que Donald Trump, en dépit de ses déclarations, de ses rodomontades, eh bien, n'est pas capable de tout. Et donc, nous devons être en mesure à chaque fois d'élever le seuil de nos réactions, d'élever le seuil de nos ripostes, parce que c'est dissuasif pour Donald Trump. Et c'est là où, au Groenland, nous ne pouvons pas accepter de mettre en cause la souveraineté des Groenlandais et les liens avec le Danemark. Il y a là quelque chose qui, entre alliés, serait totalement inacceptable. Jamais dans l'histoire du monde, 2 démocraties ne se sont affrontées. Jamais dans l'histoire de l'OTAN, le principal pays, la principale puissance, ne s'est jamais n'a jamais livré bataille contre une autre puissance de l'OTAN. Donc, il y a véritablement une situation exceptionnelle et nous devons le faire valoir à Donald Trump, à l'administration américaine et aux Américains, parce que nous approchons des midterms et on le voit bien, Donald Trump rencontre beaucoup de difficultés sur le plan intérieur et cela doit nous montrer que, eh bien, il est en quête d'un bilan, il est en quête de résultats. Oui, en même temps, c'est cette diversion qui peut servir la fameuse expression « wag the dog », là, déclarer une guerre pour faire la diversion. Il y a eu un célèbre film là-dessus. Cela dit, Trump déclare aussi, il l'a mis sur son Truth Social, c'est mon hémisphère. L'Amérique, c'est mon hémisphère, laissant donc le champ libre à la Chine et à Poutine, la Russie donc, de s'affirmer comme des nouveaux empires. Le monde divisé en 3, et c'est ça qui est le plus inquiétant. Vous avez raison, il y a là les bases d'un nouveau Yalta où chacun aurait en quelque sorte sa zone d'influence dans laquelle il pourrait intervenir, laissant le champ libre à Vladimir Poutine en Moldavie ou dans d'autres pays de la région, à la Chine, à Taïwan ou ailleurs, et les États-Unis dans cet hémisphère occidental où ils considèrent avoir les mains libres. Mais ne nous y trompons pas. Nous ne sommes plus au 19e siècle. La doctrine Monroe, la doctrine Roosevelt, eh bien, tout ça, ça appartient au passé. Nous sommes à l'âge de la souveraineté des États et nous ne reviendrons pas en arrière durablement. Et c'est pour cela que nous devons maintenir nos positions. Et il faut se souvenir et mesurer que les États-Unis payent aujourd'hui un prix très lourd à l'ensemble de ces entorses. Je prends 2 exemples. Le premier, au XXe siècle, les États-Unis ont construit le plus grand soft power du monde. Un État respecté, admiré, convoité par les citoyens du monde entier pour sa culture, pour sa qualité de vie. Aujourd'hui, ce soft power, il est en train d'être brisé en miettes. C'est donc un recul de la société internationale pour les États-Unis dans la société internationale. Deuxièmement, le monde dans lequel nous introduit Donald Trump est un monde beaucoup plus dangereux. La principale conclusion que les États du monde, et en particulier le Sud global, les pays émergents, tirent de la stratégie de Donald Trump, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes protégés que si vous avez l'arme nucléaire. Et donc, c'est un encouragement à la prolifération.
qui est extraordinairement lourd de conséquences pour l'ensemble de nos pays. Ouais, justement, l'Iran, le nucléaire, évidemment, on ne sait pas avec quelle puissance, ça peut être un des objectifs de Donald Trump. Mais en terminant, comme je m'adresse à un ancien premier ministre, un ancien ministre des Affaires étrangères, mais je m'adresse aussi à un chef de parti, le Parti humaniste. En Europe, quand on suit l'actualité française particulièrement, on vous place très bien comme candidat, sur la ligne de départ des candidatures présidentielles pour 2027. Vous êtes en réflexion? Oui, enfin, plus qu'en réflexion, je suis en action parce que, comme vous l'avez rappelé, les élections présidentielles sont pour 2027 et l'année 2026 doit être une année de préparation, d'action, de position. Et donc, la bataille commence, la bataille pour la souveraineté de la France et de l'Europe, la bataille pour un nouvel ordre international, la bataille pour que chacun mesure, en France et en Europe, que nous sommes aujourd'hui menacés. Nous sommes menacés par ces nouvelles puissances impériales. Nous sommes menacés aussi par les forces illibérales et autoritaires à travers les partis populistes qui, en liaison avec ces nouveaux empires, constituent véritablement pour Donald Trump les bases du soutien. Et tout ceci est un danger pour la démocratie européenne. Donc, cette bataille électorale contre Trump, au fond, parce que dans son document sur la sécurité nationale publié en décembre, il parlait de l'effacement de l'Europe. Alors, vous allez très certainement vous battre contre ça. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. De Villepin, et on va vous suivre sur le terrain politique. Merci à vous. Au revoir.